Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ces amphis au format vidéo, donc un format un petit peu particulier. Donc je vais essayer dans ces vidéos de vous transmettre les éléments que j'aurais aimé vous expliquer de visu en présentiel pendant les amphis et de donc fournir en complément du polycopier un certain nombre d'explications orales, de dessins, d'exemples pour essayer d'illustrer les concepts qui sont tels quels expliqués dans le polycopier. Donc l'amphi d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'optimisation sous contrainte, puisque jusqu'à présent, on a traité de problèmes qui étaient des problèmes de minimisation sans contrainte. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à des problèmes qui étaient du type minimiser une fonction f sur Rn, ou un ouvert oméga de Rn. Mais on ne contraignait pas la variable x avec laquelle on travaillait. Or, on a bien vu que dans la réalité, la plupart des problèmes d'optimisation auxquels on est confronté ont des contraintes physiques. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la variable x. Et on mathématise ça par le fait qu'on va avoir une certaine fonction c de x qui va être inférieure ou égale à 0. Alors, dans un premier temps, on va travailler avec des problèmes où ces contraintes c, elles ne vont pas être inférieures ou égales à 0, mais elles vont être égalité. Et j'en profite pour vous dire que donc, tous les éléments que je vais évoquer à partir de maintenant sont dans le polycopier des pages 31 à 36 environ. Donc on va traiter là, dans cette vidéo, tout ce qui va aller depuis les contraintes égalité jusque la dualité, sans la traiter elle. Alors, donc dans un premier temps, pour traiter ces problèmes de contraintes d'égalité, on va s'intéresser au problème suivant. Donc on va modifier le problème que l'on considérait initialement, qui était le min de f de x appartenant à Rn, et on va maintenant considérer le min d'une fonction f de deux variables, x et u, variables qui sont reliées par une certaine fonction c. Alors, x va être une variable qui va vivre dans Rn, u est une variable qui vit dans Rm. Les fonctions f et c, elles vont prendre leurs arguments logiquement dans R à la puissance n plus m, et f va être toujours un variable à valeur réelle. C, elle, va donc prendre ses valeurs dans Rn plus m et arriver dans l'espace Rn. Alors, pourquoi est-ce qu'on décompose ces variables maintenant en x et u? Eh bien, c'est parce qu'on va supposer qu'en fait, c est-elle localement inversible par rapport à x. Donc, c'est-à-dire que localement, on va être capable d'inverser c et de trouver quelle est x, une fonction de u. Alors, comment est-ce qu'on mathématise ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'on suppose que d rond c sur d rond x est inversible. Et ça va, donc, pour les points, pardon, tels que la contrainte est vérifiée. Et alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, ça? Eh bien, c'est bien qu'on va pouvoir utiliser le théorème des fonctions implicites pour dire que localement, il va exister une fonction phi telle que u égale phi de x. X est égal à phi de u. Et cette fonction phi, elle va être valable localement. Alors, on peut voir ça d'une autre façon, en supposant que si x et u, et on va faire un déplacement infinitésimal autour de xu tel que xu est égal à 0, on considère c de x plus delta x et de u plus delta u. Bien, si on regarde ceci au premier ordre, on va se tomber sur d rond c sur d rond x delta x plus d rond c sur d rond u delta u.
Et en supposant que ces delta x et delta u ne sont pas admissibles, c'est-à-dire qu'ils vont également vérifier les contraintes, donc que ce c est égal à 0, eh bien on est capable localement d'écrire que delta x est égal à moins d c d x moins 1, qui existe puisqu'on a supposé que d c sur d x était inversible, d c sur d u, delta u. Donc ça nous confirme bien que localement, on peut écrire les variations de x comme étant des fonctions uniquement des variations de u, ce que l'on a écrit ici. Alors, pourquoi est-ce que ça simplifie le problème? Eh bien, c'est qu'en fait, on est en train de dire que ce problème, que l'on a considéré ici, minimiser f de x et de u, sachant que c de x et de u est égal à 0, eh bien, on peut de façon équivalente l'écrire comme étant une fonction uniquement de u. Le souci, c'est que ce phi, on ne le connaît pas. Donc, ce formalisme, même s'il est pour tout sympathique qu'il soit et concis qu'il soit, on ne peut pas l'exploiter. Une autre possibilité, ce serait d'essayer d'écrire le problème comme étant f de xu, sachant que x et u appartient à c-1 du singleton 0, qui est donc un fermé, excusez-moi, de Rn plus m. Alors, on peut essayer de travailler de la sorte. Simplement, comme on travaille sur un fermé, toutes les variations ne vont pas pouvoir être admissibles. Donc, on va être forcé de contraindre les variations sur lesquelles on travaille, et ça va être l'objet de la suite. Alors, on peut néanmoins, comme la fonction est inversible, éliminer les variables. Donc, ce que l'on a vu là, c'est que si on suppose que c de x plus delta x plus et u plus delta u est égal à 0, eh bien, on obtient une relation qui est que delta x est égal à moins d rond c sur d rond x, moins 1, d rond c, d rond u, delta u. Soit que les variations infinitésimales de x admissibles sont reliées à celles de u. Ce qui est logique, la fonction c est localement inversible. D'accord. Maintenant, si on va chercher à regarder ce que va donc valoir f en un point x plus delta x, u plus delta u admissible. On a toujours par Taylor le fait que ça va être égal à d rond f sur d rond x delta x plus d rond f sur d rond u delta u plus f de x et de u, évidemment, plus un petit taux de delta x, delta u, en norme. Ok. On peut remplacer ce delta x, ici, par la formule que l'on a déterminée ici. Et ça nous donne qu'au premier ordre, eh bien, les différences entre f de x plus delta x et u plus delta u et f de x et u est uniquement liée à delta u et est liée par la formule suivante. Plus un petit taux. Peu importe. Donc on voit qu'en fait, lorsque l'on est en train de faire varier xu au voisinage d'un point qui est admissible d'une variation delta x, delta u, on bouge de f suivant une variation qui n'est liée que à delta u et un terme qui est le suivant plus un petit taux. Et bien c'est donc ce terme-ci qui va nous intéresser et que l'on va définir comme étant les variations de f le long de u, sachant que l'on suit la contrainte c égale 0.
Donc on a un terme qui est supplémentaire, qui est ce terme-ci, qui n'apparaîtrait pas avant si on ne prenait pas en compte les contraintes. Bien d'accord? C'est-à-dire que si on faisait varier des ronds f uniquement le long de u sans prendre les contraintes en compte, on aurait simplement des ronds f sur des ronds u et c'est tout. Ce terme supplémentaire est lié uniquement aux contraintes. Alors pourquoi est-ce que ce terme nous intéresse? Eh bien c'est parce qu'il va caractériser les variations de f quand on garde les contraintes actives. Donc ça nous amène à définir un point stationnaire de la sorte. Donc on va dire que x étoile, u étoile, donc qui est encore une fois un vecteur de n plus m, est un point stationnaire de f sous la contrainte égalité c, si on a deux choses. Si on a d'une part que effectivement la contrainte est respectée en x étoile, u étoile, et d'autre part que les variations infinitésimales de f suivant u et en suivant la contrainte c sont égales à 0. Donc c'est là que ce nouveau terme que l'on venait d'introduire prend tout son sens. Donc c'est une généralisation du concept de point stationnaire lorsque l'on n'a pas de contrainte, mais au lieu d'utiliser simplement le gradient de la fonction f, on utilise son gradient en suivant c. Alors, à partir de là, eh bien, on peut définir ce qu'est un minimum local sous la contrainte c. Eh bien, ça va être un point x étoile, u étoile, tel qu'il va exister epsilon strictement positif, qui vérifie deux choses, plutôt qu'il n'en vérifie qu'une, mais sous deux conditions. F de x étoile, u étoile doit être inférieur à f de xu si xu moins x étoile, u étoile est inférieur à epsilon et c de xu est égal à 0. Donc, ça signifie que le point xu n'est pas trop éloigné de notre point x étoile, u étoile, donc qui est notre minimum. Donc là, ici, on a simplement la généralisation du concept initial qui était localement, on est près de x étoile, u étoile, localement au sens d'epsilon, mais on rajoute la contrainte que on doit être dans cette boule de rayon epsilon, mais on doit également satisfaire c de xu est égal à 0. Voilà. Donc ça va nous généraliser la notion de minimum local, mais maintenant on prend en compte cette contrainte. Alors, pour aller plus loin, on va définir maintenant un autre élément. On va absorber les contraintes dans la fonction coût objectif du problème. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, on va appeler ces équations C comme étant des équations adjointes. Et on va définir, en lieu et place de f, une fonction qu'on va appeler le Lagrangien, L, calligraphique du problème. Ce L, il va dépendre de trois éléments. Les éléments d'origine, les variables d'origine, x et u, mais également de nouvelles variables que l'on va appeler lambda et qui seront les multiplicateurs de Lagrange du problème. Ces lambda, ils vont être aussi nombreux que l'on a de contraintes. Donc ici, lambda est un élément de Rn, puisque l'on a n contraintes, c est une fonction qui va de Rn plus m dans Rn. Et ce Lagrangien, eh bien, il va être défini comme étant la somme entre la fonction de base du problème et lambda transpose les contraintes. Donc, vous pouvez noter que ceci étant un produit scalaire, toute la fonction est à valeur dans R. Donc, on a simplement pris la fonction d'origine que l'on cherchait à minimiser et on lui a adjoint les contraintes multipliées par lambda. Donc, on peut voir ce lambda dans un premier temps comme étant une sorte de fonction de pénalité. C'est-à-dire que l'on va tenir compte du fait que les contraintes sont respectées ou non dans le problème. Évidemment, dans le cas nominal, si on a effectivement les contraintes qui sont respectées, ce que l'on veut, ce terme disparaît et l'on récupère uniquement la fonction originelle du problème. Alors, en quoi est-ce que ça, c'est un élément qui va être intéressant? Eh bien, c'est parce qu'on a le premier résultat suivant déjà. Il se trouve que si on considère un point stationnaire du Lagrangien, donc si x étoile, u étoile, lambda étoile, qui maintenant est un vecteur donc de n, de Rn croix Rm croix Rn, soit de R de n plus m,
Donc si cette x étoile, u étoile, lambda étoile est un point stationnaire de L, et bien alors x étoile, u étoile est un point stationnaire de F sous la contrainte C. Donc, ce que l'on est en train de dire, eh bien, c'est que le Lagrangien nous permet de passer d'un problème sans contrainte, celui associé au Lagrangien, à un problème avec contrainte, les contraintes C. Donc, on a gagné en le fait qu'on a perdu les contraintes et qu'on s'est ramené à un problème non contraint, ce qui est évidemment intéressant, mais on a perdu dans le sens où on doit du coup rajouter cette variable lambda étoile supplémentaire au problème. Alors, faisons la preuve de ce résultat. C'est assez court. Alors, supposons que x étoile, u étoile, lambda étoile est un point stationnaire du Lagrangien de L. Alors, on a que des ronds L sur des ronds X en x étoile, u étoile et lambda étoile est égal à 0. Et de même pour des ronds L sur des ronds U et des ronds L sur des ronds lambda. Mais le Lagrangien, on sait que c'est f de xu plus lambda transpose c de xu. Donc, on est capable de calculer plus précisément ces dérivées partielles. En l'occurrence, des ronds L sur des ronds X va être égal à des ronds F sur des ronds X en X étoile, U étoile, plus lambda étoile transpose de des ronds C sur des ronds X en X étoile, U étoile. Je le note comme ça pour gagner un petit peu de place. De même pour des ronds U, des ronds L sur des ronds U, pardon, on va avoir des ronds F sur des ronds U en X étoile, U étoile, plus lambda étoile transpose de des ronds C sur des ronds U en X étoile, U étoile. Et maintenant, si l'on prend la dérivée de L par rapport à lambda, lambda n'apparaît qu'à un seul endroit, c'est ici, on a C de XU, tout simplement. Donc on peut remarquer déjà une chose, qui est qu'en fait, lorsqu'on est en train de considérer un point stationnaire de L, eh bien obligatoirement, il vérifie la contrainte. C'est déjà quelque chose d'important. Bon, j'ai oublié les étoiles ici. Bien. Maintenant, si l'on s'intéresse aux variations de f, à partir de x et u, et selon des ronds x, des ronds u. Donc, à partir de x étoile et u étoile, on va suivre un delta x et un delta u. On sait que ceci, selon le calcul que l'on a effectué précédemment, c'est égal à f de xu plus un moins des ronds f sur des ronds x, des ronds c sur des ronds x moins 1, des ronds c sur des ronds u, plus des ronds f sur des ronds u, delta u, plus un petit taux de delta x, delta u. Très bien. Pardon. Donc il me manque les étoiles, et toutes les quantités qui sont écrites ici, évidemment, sont évaluées en x étoile et u étoile. Maintenant, il se trouve que des ronds f sur des ronds x en x étoile, u étoile, on a une expression. On a que ça doit être égal à moins ce terme, moins lambda étoile transpose des ronds x sur des ronds c. Et de même, le des ronds f sur des ronds u qui est ici, on peut le relier à lambda étoile et des ronds c sur des ronds u en x étoile via cette expression. Donc si on remplace, on obtient f de x étoile, u étoile, plus moins des ronds f sur des ronds x,
pardon, ce d rond f sur d rond x, on va le remplacer justement, donc fois lambda étoile transpose de d rond c sur d rond x fois d rond c sur d rond x moins 1, d rond c sur d rond u, et le d rond f sur d rond u, en le remplaçant ici, on a du moins lambda étoile transpose d rond c sur d rond u. Ces deux termes ici se simplifient. On obtient l'identité. Et ce lambda étoile transpose fois d rond c sur d rond u va donc se simplifier avec lambda étoile d rond c sur d rond u. D'où cette simplification. Et en identifiant, on peut donc en déduire que d rond f sur d rond x en x étoile u étoile est égal à 0 et d rond f sur d rond u en x étoile u étoile est égal à 0. Ce qui nous dit bien que x étoile u étoile est un point stationnaire de f. Donc ici, ces deux termes, on les a utilisés simplement en identifiant le développement de Taylor à l'ordre 1 ici. On a bien que f de x étoile plus delta x u étoile de delta u n'a en fait pas de terme en delta x, delta u dans l'équation. D'où le fait que les deux dérivées partielles sont égales à 0. Alors, on va faire un petit exercice en prenant une autre feuille. Non, non, c'est la rivale. Non, je vais prendre une autre feuille. On va faire un petit exercice pour mettre cela en pratique. Donc, un petit exemple. Donc l'exemple qu'on va considérer, ça va être celui de minimiser 1 demi de x carré sur a carré plus y carré sur b carré, sous la contrainte que xy est égal à d. J'aurais dû appeler YU pour être plus cohérente avec mes notations précédentes, mais c'est pas grave, on va continuer avec ça. Alors, si on considère le Lagrangien du problème, il est ici défini comme étant la fonction f, donc 1 demi de x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, plus lambda de xy moins d. Ceci, c'est notre fonction f de xy. Et ici, c'est c de xy. C est une fonction qui va de R2 dans R, donc le lambda ici que l'on considère est un réel. F est une fonction qui va de R2 dans R. Alors si on fait un dessin pour essayer de se représenter à quoi ça correspond, bien ici on va se retrouver avec simplement une ellipse. D'accord? Et la contrainte que l'on a, eh bien, c'est que l'on vit sur l'hyperbole qui est scalée par D. Donc on voit assez bien graphiquement que le minimum qui va fonctionner, eh bien, ça va être ce point. Bon. Alors, ce qu'on pourrait faire sur cet exemple qui est assez simple, évidemment, ce serait de reporter la contrainte que y égale x sur d, de le remplacer dans le problème, et puis de remplacer ici, de travailler juste avec un problème qui est un d, et qu'on va chercher à minimiser. C'est tout à fait faisable dans ce genre de cas. Et là, je voudrais simplement vous mettre en pratique les éléments qu'on a vus précédents sur ce cas simple. Donc, si on introduit le Lagrangien et qu'on travaille avec le Lagrangien, eh bien, les équations qui vont nous intéresser, ça va être celle de regarder les équations de stationnarité du Lagrangien. Soit les trois équations suivantes. D rond L sur D rond X va nous donner X, donc A carré, excusez-moi, X sur A carré, plus lambda Y. D rond L sur D rond Y va nous donner du Y sur B carré,
plus lambda x. Et d rond L sur d rond lambda va nous donner la contrainte xy moins d. Et on cherche donc quels sont les points stationnaires du Lagrangien, donc qui vérifient ces trois équations. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est parce que l'on sait, selon le résultat qu'on vient de démontrer, que si on a des points stationnaires du Lagrangien, ils vont être candidats à être des points stationnaires de f. Ils vont être des points stationnaires de f, sous la contrainte C. Et donc, ils vont être des points candidats à être minimum et solution de ce problème. Donc évidemment, ça nous intéresse de les calculer. Si on les trouve, en revanche, on n'a aucune garantie que ce soit des minimums de ce problème. Attention. Et on verra plus tard comment est-ce qu'on pourrait effectivement le vérifier. Donc là, il nous faut résoudre ce système d'équations. Donc nous avons xy égale d. En identifiant ces deux équations, on peut aussi obtenir que x carré sur a carré doit être égal à y carré sur b carré. Oui. Et puis, mettons que x sur a carré plus lambda y est égal à 0. Donc, si on remplace cette équation dans celle-ci par exemple, mais d'autres façons sont possibles, on peut trouver que u est égal à plus ou moins racine de bd sur a, x est lui égal à plus ou moins racine de la même chose mais à l'envers, donc de AD sur B, et que lambda est égal à 1 sur AB. Voilà, donc on obtient un seul point stationnaire de L, qui nous fournit donc, deux points stationnaires, excusez-moi, 4 points stationnaires possibles de L, parmi lesquels il faudrait trouver quel est le minimum. En revanche, il n'y a qu'une seule valeur possible du Lagrangien, du multiplicateur de Lagrange, mais ce terme-là ne nous intéresse pas pour le moment. On verra plus tard à quoi il peut servir. Alors, justement, à quoi peut servir ce multiplicateur de Lagrange lambda? Eh bien, on a déjà une première propriété intéressante, qui est que si on est en train de travailler avec un point stationnaire de L, eh bien, on peut relier à l'aide du multiplicateur de Lagrange le gradient de la fonction objective avec le gradient de la contrainte. Les deux sont liés l'un à l'autre. Alors, pourquoi cela est-il vrai? Eh bien, en fait, c'est des éléments de la preuve que l'on vient de faire précédemment. Si on est en train de travailler avec un point stationnaire de L, eh bien, on n'a que d rond L sur d rond x en x étoile, u étoile, lambda étoile est égal à 0. Et de même pour d rond L sur d rond u. Mais L, c'est f de xu plus lambda transpose c de xu. Donc, lorsque l'on dérive par rapport à x cette expression, on obtient d rond f sur d rond x plus lambda étoile transpose de d rond c sur d rond x. Et de même, par rapport à u, on n'a que d rond f sur d rond u, donc c'est en x étoile, u étoile, de même ici évidemment. Et lié donc à d rond c sur d rond u par cette formule. Or, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Eh bien, c'est qu'en fait, ces dérivées partielles, eh bien, c'est rien d'autre que le gradient de f en x étoile, u étoile transposé. Et ces deux termes ici
de même, sont liés au gradient de C transposé. Ce qui conclut donc la preuve et nous informe donc du fait que le gradient de f en un point stationnaire est lié au gradient des contraintes C en un point stationnaire par le multiplicateur de Lagrange. Voilà le lien entre fonction objectif et contrainte. Alors, on a une deuxième propriété qui est très intéressante sur le multiplicateur de Lagrange, qui est la suivante. Elle concerne des variations des contraintes, cette fois-ci. Donc, si on considère un problème qui est légèrement transformé, qui n'est plus égal, donc qui n'est plus le minimum de f sous les contraintes cxu égale à 0, mais sous les contraintes cxu égale delta c. Donc, delta c ici, c'est un petit vecteur de Rn. Donc, il est tel que, en fait, tous les delta c i, pour i allant de 1 à n, sont suffisamment petits. Donc on considère qu'on a des variations de la contrainte qui sont assez petites. Donc on a fait bouger les contraintes. Et bien alors, on a que si x étoile u étoile lambda étoile est un point stationnaire du Lagrangien, la dérivée de la valeur de la fonction objectif en x étoile u étoile par rapport à c est égale à lambda étoile transpose. Donc autrement dit, lorsqu'on est en train de faire bouger, de faire varier les contraintes, on va faire varier la valeur de la fonction objectif de lambda étoile. Voilà ce que dit ce résultat. Alors, la preuve, elle en est assez simple. On va considérer deux problèmes séparés. Un premier qui est le problème originel, donc c de xu égale à 0 pour f. Le deuxième, qui est le minimum pour c de xu égale delta c de f. On va supposer que ce problème a un point stationnaire, x étoile, enfin plutôt que x étoile, u étoile, lambda étoile est un point stationnaire associé au Lagrangien. Qu'on va appeler L1. Donc qui est f de xu plus lambda transpose c de xu. Et d'autre part, on va considérer un point stationnaire, x bar, u bar, lambda bar, qui va être associé à L2, qui est maintenant f plus lambda transpose c plus delta c maintenant. Donc la nouvelle contrainte, delta c du problème. D'accord? Donc, ce L2, en fait, c'est L1 de xu et lambda, mais on lui a ajouté lambda transpose delta c. Alors, si l'on regarde ce que vaut L2 en x bar, u bar, lambda bar. Donc, le point stationnaire associé à la nouvelle contrainte c plus delta c. On vient de montrer donc que c'était égal à L1 de x bar, u bar, lambda bar, plus lambda bar transpose delta c. Alors, si l'on fait un développement de Taylor de L1 au voisinage de x étoile, u étoile et lambda étoile, on obtient lambda 1 étoile de x étoile, u étoile, lambda étoile, plus des ronds de L1 sur des ronds x étoile, sur des ronds x, pardon, en x étoile, u étoile, lambda étoile, fois x bar moins x étoile, plus
un terme similaire maintenant, mais en U, fois U bar moins U étoile, et un terme similaire en lambda, fois lambda bar moins lambda étoile. Et enfin, on ajoute lambda étoile transpose delta C plus lambda bar moins lambda étoile transpose delta C. Ok. X étoile, U étoile, lambda étoile étant un minimum, un point stationnaire de L1, tous ces termes sont égaux à 0. Donc, on obtient que L2 de x bar u bar lambda bar est égal à L1 de x étoile u étoile lambda étoile plus les variations en delta C. Soit, il me manque un petit taux, excusez-moi, ici, de norme de delta x, delta u, delta lambda. Et ce terme-ci est également un terme du second ordre puisqu'on va avoir du delta lambda fois du delta C. Donc il va aller dans le petit tout. Donc on obtient bien que les variations au premier ordre de L2 sont liées à celles de L1 plus lambda étoile delta C. Mais par ailleurs, étant donné que x bar, u bar, lambda bar vérifie la contrainte, ce terme vaut 0. Et de même pour x étoile, u étoile, lambda étoile, qui est telle que c de x étoile, u étoile est égal à 0. Donc, on a ici, en réalité, f de x bar, u bar, et ici, f de x étoile, u étoile. Donc, nous obtenons que f de x bar, u bar est égal à f de x étoile, u étoile, plus lambda étoile transpose delta c. Et un petit taux. Et ceci est le résultat que nous cherchons, à savoir la dérivée partielle de f par rapport à delta c est égale à lambda étoile. Voilà le résultat voulu. Alors, je voudrais reprendre l'exemple que nous avons fait tout à l'heure dans ce cadre. Donc l'exemple que nous avions fait tout à l'heure, c'était pour rappel le minimum des valeurs d'une ellipse sous contrainte que, des lignes de niveau d'une ellipse sous contrainte que l'on soit sur une hyperbole. Et ce qui est important, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'ici, nous avions trouvé donc que lambda était égal à 1 plus AB. D'accord? Donc, ce point était les points stationnaires de L. Bien, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que donc, si l'on prend les valeurs de la fonction en un point stationnaire, f étoile, et que l'on va changer la contrainte, on doit être égal à lambda étoile. Donc ici, il n'y a pas de transpose ou quoi que ce soit, puisqu'on est scalaire. D'accord? Et lambda étoile, c'est du 1 sur AB, donc qui est positif. Alors c'est effectivement ce que l'on a, parce que si l'on regarde le dessin qu'il y a ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si l'on augmente D, donc on est en train de dire, on va bouger C en augmentant D, puisque
la contrainte va être égale à xy moins d est égale à un delta d, par exemple. D'accord? Donc notre nouvelle contrainte serait xy moins d égale un petit delta, par exemple. D'accord? Et c'est ce petit delta que l'on va bouger. Et à quoi ça correspondrait ici? Ça correspondrait à faire bouger la courbe rouge pour la translater ici. D'accord? On est en train de décaler l'hyperbole. Et ce nouveau minimum, eh bien, qu'on obtiendrait ne serait plus ici, par exemple, mais serait là. D'accord? Et effectivement, la valeur de l'optimal que l'on obtient a bien augmenté. Donc l'effet sur ce problème d'être en train d'augmenter la contrainte, de la faire bouger, va avoir pour effet de faire augmenter f étoile. Et c'est bien ce qui nous était transmis ici. Le coût marginal est positif. Et par ailleurs, il est non seulement positif, mais en fait, il est lié aux paramètres de l'ellipse, AA et B. Ok. Ok, maintenant que nous avons vu tous ces résultats sur les fonctions, sur les contraintes égalité, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à regarder donc les contraintes inégalité dorénavant. Alors, le x avec lequel nous allons travailler maintenant est à nouveau un élément de Rn. Donc on ne distingue plus les coordonnées de x suivant selon lesquelles on peut inverser ou non. Le c, que l'on considère ici, est de nouveau, et maintenant, parce que on ne l'avait jamais avant, une fonction qui va de Rn dans Rm, où m est a priori plus petit que n. Donc on a m contraintes qui vont nous contraindre l'espace Rn dans lequel on travaille. Donc on suppose ce m strictement plus petit que n, parce que dans le cas où l'on aurait n contraintes, évidemment, on est en train finalement de travailler, si toutes ces contraintes sont supposées être indépendantes, avec un point. Donc ça serait un petit peu compliqué. Alors, on n'aurait vraiment plus aucun degré de latitude. D'accord. Donc, on peut étendre maintenant dans ce contexte, donc on ne suppose plus rien sur C, en particulier plus de choses d'inversibilité, plus aucune propriété spécifique, en dehors du fait que C et F sont différenciables. Voilà tout ce que l'on a. Alors, on peut étendre la définition de minimum local sous contrainte assez facilement. Donc on dit que x étoile vecteur de Rn est un minimum local de f sous la contrainte c de x inférieur ou égal à epsilon si il existe epsilon strictement positif tel que f de x étoile est inférieur ou égal à f de x pour x moins x étoile inférieur ou égal à epsilon et tel que c de x est inférieur ou égal à 0. Donc c'est la même définition que précédemment, au détail près que on a maintenant une inégalité pour c de x évidemment, et que l'on ne distingue plus, que l'on ne sépare plus x en deux composants comme on le faisait avant. Autrement, c'est une extension directe. Alors, pour caractériser les minimums optimums locaux sous les contraintes C, on va utiliser des conditions qu'on appelle les conditions de Karouch et Kuhnteker, donc qui sont deux scientifiques différents et qu'on va appeler très souvent KKT, tout simplement, pour simplifier. Alors, pour appliquer ces conditions, on a besoin d'abord de définir une certaine notion qui va être celle de cône convexe engendré par des vecteurs. Alors, cette notion, ça va être la suivante. On va considérer un ensemble V, mettons, qui est constitué de K vecteurs. Et on va appeler cône convexe engendré par ces K vecteurs l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients positifs ou nuls de ces vecteurs. Donc, je vais le réécrire mathématiquement. On va appeler ça, par exemple, Co de V.
l'ensemble des sigma i lambda i de VI pour i allant de 1 à k tel que lambda i est positif ou nul. Voilà. Alors, et si on doit représenter ça dans l'espace, avec un petit dessin, on va se donner 3 vecteurs. Mettons qu'ils soient comme ça, par exemple, V1, V2, V3. Et l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficient positif de ces 3 vecteurs vont être donc évidemment toutes les droites, par exemple, que l'on va avoir sur V1, V2, mais également toutes les combinaisons linéaires positives que l'on peut avoir de ces vecteurs. Donc par exemple, ça va nous donner ce cône. Donc vous comprenez parfaitement pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cône convexe. C'est bien parce que l'on est... Donc là, pardon, ceci est... Le côté cercle, on ne l'obtiendrait pas avec uniquement les 3 vecteurs que j'ai définis. On l'obtiendrait avec un certain nombre de vecteurs. Mais vous comprenez directement pourquoi est-ce qu'on parle de cône, c'est-à-dire la généralisation que l'on a dans R3 d'un cône. Alors, on peut montrer autre chose, c'est qu'en fait, effectivement, ce cône est convexe. De Rn. Donc la convexité, elle est assez simple, vous pouvez la montrer directement par cette formule, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais on peut également montrer que c'est un fermé. Propriété qui va nous être utile dans la suite, donc je verrai pourquoi. Qui elle est un petit peu plus longue à montrer et que certains d'entre vous ont peut-être vu en prépa, en utilisant un lemme qui s'appelle le lemme de Farkas, enfin plutôt une des versions du lemme de Farkas. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cette définition? Eh bien, c'est parce que lorsque l'on a des contraintes que l'on va considérer comme affines, eh bien, en fait, on va pouvoir relier le gradient de notre fonction objectif avec un certain cône convexe. Alors, je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Donc, on va se placer dans le cas où les contraintes sont affines. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ça va être que les CI de X vont être d'une certaine forme AI transpose X moins B, ou plus B, par exemple. Et ce, quel que soit I allant de 1 à M. Voilà. Donc, on suppose que toutes nos contraintes ont une forme qui est affine en la variable de décision x. Eh bien, sous couvert que l'on satisfasse ça, que l'on satisfasse cela, ce que l'on appelle ici les hypothèses du paragraphe bidule, eh bien, x étoile est une solution du problème 33. Si x étoile est une solution de notre problème de minimisation, donc le problème 33 qui est ici, c'est le problème de minimiser f de x pour c de x inférieur ou égal à 0, et bien alors, le gradient de f en x étoile est dans le cône convexe qui est engendré par un certain nombre des moins nabla des CI de x étoile. Alors le certain nombre en question, c'est l'ensemble des contraintes qui sont appelées actives, c'est-à-dire celles pour lesquelles CI de x étoile est égal à 0. On appelle ça des contraintes actives. Donc, ce que l'on a, eh bien, c'est que si x étoile est une solution du problème, on va lui associer i
qui va être l'ensemble des indices des contraintes qui sont égales à 0. Et gradient de f en x étoile va être égal au cône va appartenir au cône convexe engendré par tous moins les gradients de x étoile y appartenant à grand I. Voilà. Donc les contraintes actives vont être au plus au nombre de m et vont former un cône convexe dans lequel le gradient doit être. Donc c'est-à-dire que si l'on est par exemple, mettons, en train de travailler sur cet ensemble, et que ici, le point que l'on considère x étoile est un minimum. Donc en ce point, il se trouve que les contraintes actives vont être de cette forme et vont former ce cône. Et bien obligatoirement, le gradient de la fonction doit être dans le cône. Alors, ce dessin n'est peut-être pas très clair pour le moment, on le verra plus tard sur un dessin. Mais bon, voilà une condition nécessaire, obligatoirement, que l'on doit avoir pour avoir une solution de notre problème 33. Alors, on va faire la preuve de ce résultat. La preuve de ce résultat, elle repose sur le lemme de Farkas, ou plutôt sur une des versions du lemme de Farkas, parce qu'il en existe plusieurs, dont une qui permet notamment de montrer que le cône convexe engendré par une famille de cardinal fini est fermé. Donc la version qu'on va utiliser, ça va être la suivante. On va considérer une collection de vecteurs de Rn de cardinal k. Donc des vecteurs A1, A2, etc. jusqu'à AK. J'ai un vecteur de Rn, un vecteur donné. Et bien alors, ce que donne le lemme, c'est la chose suivante, c'est que les deux propositions suivantes sont équivalentes. Il est équivalent que G appartienne au cône convexe qui est engendré par les AI, le fait qu'il n'existe pas de vecteur dans Rn tel que le produit scalaire du vecteur avec G est strictement négatif, mais qu'en même temps, le produit scalaire de P avec tous les vecteurs AI est positif, quel que soit I. Ça, ce n'est pas possible. Alors, on va faire la preuve de ce résultat avant de l'utiliser pour montrer la proposition 7 que nous venons de voir et les conditions de KKT. Alors, montrons que 1 implique 2. Que 2 implique 1, dans un premier temps, ce sera plus simple. Alors, supposons que G appartienne au cône convexe engendré par les AI. Donc, dans ce cas, il existe des lambda I positifs tels que G est égal à la somme des lambda I à I. Donc, dans ce cas, si on considère un vecteur P de Rn, tel que AI transpose P est positif, et bien alors, G transpose P va être égal à la somme pour I égale 1 à K des lambda I AI transpose P. Ceci est positif, les lambda I également, et donc le tout est bien positif, et il ne peut pas exister P tel que on est à la fois AI transpose P positif et G transpose P positif. Bien, maintenant supposons l'inverse, ou plutôt l'autre proposition. Supposons qu'il n'existe pas P tel que G transpose P soit négatif et AI transpose P soit positif pour tout I appartenant à K.
Alors, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que G n'appartient pas au cône convexe. Donc, si on fait un dessin, nous avons le cône convexe C et G, dont on suppose qu'il n'appartient pas au cône convexe. Alors, ce que l'on va faire, eh bien, c'est construire un élément qui, en revanche, nous permette de relier G au cône convexe. Et l'élément en question, eh bien, on va prendre le projeté orthogonal de G sur C. Voilà, que l'on va appeler H. Donc H va être le projeté orthogonal de G sur C. Alors, il est bien défini parce que C est un convexe fermé. Si ce n'était pas le cas, si c'était un ensemble qui était moins qu'un convexe fermé, eh bien, on ne pourrait pas définir proprement ce projeté orthogonal. Donc, et en fait, en l'occurrence, c'est la solution. Du problème de minimisation. Minimiser, mettons x moins g, tel que x appartient à c, au carré. Ok. Donc, par définition du projeté orthogonal, on va avoir le fait que, je fais la place derrière, donc on a que H transpose fois H moins G est égal à 0 par propriété de la projection orthogonale. Si je remets le dessin pour que l'on voit, H est ici, H est ici, H moins G va donc, excusez-moi, oui, H moins G est ici. Et on a bien l'orthogonalité entre ce vecteur et celui-ci qui est égal à 0. Alors, on va prendre comme direction candidate pour le contre-exemple P qui est égal à H moins G. Et alors pourquoi est-ce que l'on va faire ça? Parce que, et si on regardait sur le dessin, donc vous voyez bien que P, le produit scalaire entre P et G va effectivement être négatif. On a un angle obtus entre G et H moins G. D'un autre côté, H moins G va lui être en fait positif, quels que soient les AI que l'on prenne. On a bien un produit scalaire positif avec ces deux vecteurs ici qui seraient AI, A1 et A2. D'où le contre-exemple que l'on va être capable de construire, qu'effectivement il existe une direction candidate. Alors, on a d'une part que G transpose P, donc qui est égal à G transpose H moins G,
va être égal également à G moins H transpose H moins G. On peut rajouter ce H sans problème, puisque H transpose H moins G est égal à 0. Donc on peut l'ajouter, puisque ça vaut 0. Or, ceci, ça va effectivement, évidemment être égal à moins G moins H en norme au carré. Et c'est strictement négatif parce que G n'appartient pas au cône convexe. Et H, lui, appartient au cône convexe. Donc on a cela d'une part. Maintenant, si on considère un élément V du cône convexe quelconque d'autre part. Alors, quel que soit le barycentre que l'on va prendre entre V et H, on sait que, par définition de H moins G au carré est inférieur à 1 moins θ H plus θV moins G. Ceci est un autre élément du cône convexe, puisque c'est un convexe. H appartient au cône convexe V également. Et par définition de H, on sait qu'il va minimiser la norme au carré des x moins g, x appartenant au cône convexe. Donc, on a que ceci est bien inférieur ou égal à cela. Okay. Qui, d'autre part, est égal à θ fois v moins h plus h moins g au carré, soit, si l'on développe, θ carré, norme de v moins h au carré, plus 2θ v moins h transpose h moins g, plus h moins g au carré, en 1. Donc on peut simplifier de part et d'autre les h moins g au carré, et on obtient que θ carré v moins h au carré plus 2θ v transpose h moins g est positif. J'ai aussi retiré le terme en h transpose h moins g, car on a cette propriété d'orthogonalité entre les deux directions. Donc ceci doit être vrai, quel que soit θ appartenant à 0,1. Donc en particulier, si on prend θ qui est très petit, proche de 0 et non nul, on peut trouver qu'on doit obligatoirement avoir que V transpose H moins G est positif. Et ce, quel que soit V, qui appartient au cône convexe. Donc en particulier, si on prend V égale à I, on a bien AI transpose P qui est positif. Et ce, quel que soit I entre 1 et 4. Donc, pour résumer, nous sommes arrivés à construire un vecteur P qui est H-G, qui vérifie deux choses. AI transpose P est égal à 0, quel que soit I entre 1 et K, et G transpose P est négatif. Donc, si l'on en revient à la propriété que l'on cherchait à montrer, on a construit quelque chose qui vient contredire 1. Donc, on a bien montré par l'absurde que G appartient au cône convexe. Bien, alors, comment est-ce que cela va nous être utile pour montrer la proposition 7? Donc, on va essayer maintenant de revenir à cette proposition 7 ici, qui nous disait que si x étoile était une solution du problème de minimisation pour de f pour c inférieur ou égal à 0,
Eh bien alors nécessairement, le gradient de f appartenait au cône convexe engendré par moins les gradients des contraintes actives. Alors, on va montrer ça en utilisant le lemme de Farkas. Alors, on va supposer que x étoile est un minimum de f sous la contrainte c de x inférieur ou égal à 0. Et par l'absurde, on va supposer que gradient de f en x étoile n'appartient pas à ce cône convexe de moins les ci de x étoile, i appartenant à i. Alors, supposons cela. Eh bien alors, par Farkas, il existe une direction P telle que l'on est gradient de f en x étoile transpose P négatif et gradient de f de x étoile, non, pardon, et moins gradient de ci x étoile transpose P positif pour les i appartenant à i. Donc ça, c'est rien d'autre que la contraposée de la première partie du premier petit 1 du lemme de Farkas. Bien. Alors, on va utiliser cette direction P maintenant pour regarder comment varient à la fois F et C le long de cette direction. Donc, si l'on regarde F de x étoile plus delta P et C de x étoile plus delta P, voilà ce que l'on peut obtenir. Avec un Taylor au premier ordre, on a F de x étoile plus delta, gradient de F en x étoile, transpose P, plus un petit taux de delta, d'une part. Et d'autre part, on a C de x étoile, bon, on va regarder la contrainte I, plus delta, gradient de CI en x étoile, transpose P. Les CI étant affines, ce développement de Taylor est exact, on n'a pas besoin de petits taux. Pour F, on sait que ceci est strictement négatif. On l'a d'ici. Donc, lorsque delta va être suffisamment petit, on va être capable, en suivant la direction P, de faire diminuer F. Mais d'autre part, on sait que ceci est positif. Donc, on a CI de x étoile plus delta P qui est inférieur à CI de x étoile, qui est inférieur ou égal à 0. Donc, si l'on est en train de suivre cette direction delta P, on a d'une part f de x étoile plus delta P qui va être plus petit que f de x étoile, et d'autre part les contraintes actives qui, elles, sont toujours inférieures ou égales à 0. Et si l'on regarde les contraintes qui ne sont pas actives, eh bien, on a que Cj de x étoile est strictement négatif. Donc, il va exister un delta suffisamment petit, tel que l'on a trois choses. Ci de x étoile plus delta P
inférieur ou égal à 0, Cj de x étoile plus delta P inférieur ou égal à 0, et f de x étoile plus delta P inférieur à f de x étoile. Donc on est en train de construire un voisinage delta, une boule suffisamment petite epsilon, telle que l'on ait bien toutes les contraintes Cx inférieure ou égale à 0, et néanmoins f de x étoile peut être f de x étoile plus delta p rend la fonction f plus petite que f de x étoile, ce qui contredit le fait que x étoile est un minimum de f sous la contrainte c de x égale 0. D'où la conclusion que le gradient doit appartenir au cône convexe des contraintes. Bien, alors, on a fait tout ça dans le cas où les contraintes étaient linéaires. Maintenant, on va regarder ce que signifie ce cas, comment ceci se transmet au cas où les contraintes ne sont pas linéaires. Alors, on va faire exactement la même chose. Donc, on considère un point X qui appartient à Rn. On va noter I, la famille des indices, les indices plutôt des contraintes actives, donc telles que Ci de x étoile est égal à 0. Et maintenant, l'hypothèse supplémentaire que l'on va ajouter, c'est la suivante. On va supposer que la famille des gradients des CI en x étoile pour I appartenant à grand I est une famille libre. Donc on va supposer que tous les gradients des contraintes actives forment une famille libre. Et on dit alors que les contraintes sont qualifiées. Et bien alors, on a exactement le même résultat. On a que x étoile est une solution de notre problème de minimisation, que si x étoile est une solution de notre problème de minimisation, le gradient de f de x appartient au cône convexe engendré par les contraintes actives. Alors, il y a deux éléments qu'il est vraiment essentiel de retenir. C'est que on a la même propriété que précédemment, à savoir que le gradient de f de x étoile est relié au gradient des contraintes par lambda. Donc ça ressemble à la propriété que l'on a vue sur les multiplicateurs de Lagrange qui nous permettent de relier le gradient de la fonction au gradient des contraintes. Mais il y a une différence de taille par rapport au résultat précédent et qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ces lambdas sont positifs, tous. Donc les lambdas que l'on a là sont positifs ou nuls. Et on a même mieux, c'est ce qu'on appelle le relâchement des contraintes, on a le fait que lambda i ci de x étoile est égal à 0. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que soit on a ci de x étoile qui est égal à 0, donc c'est-à-dire que la contrainte est active, soit on est en train de travailler avec une contrainte active, auquel cas on n'a rien d'autre que... on n'a pas d'autre contrainte sur lambda i. Donc on a que le ci est actif, ce qui signifie ci de x étoile est égal à 0, ou ci n'est pas active, mais auquel cas, ci de x étoile est strictement négatif, puisque ci de x étoile doit être inférieur ou égal à 0. Et alors, nécessairement, lambda i est égal à 0. Donc, ce qu'on est en train de dire par ce théorème, c'est que, en fait, on peut retirer les contraintes qui ne sont pas actives parce que les lambda i qui leur sont associées valent 0. Donc, on ne commet aucune approximation à finalement être en train de travailler qu'avec des contraintes égalité, qui sont les contraintes actives. Les autres vont partir du problème, puisque le lambda i qui leur est associé est égal à 0. Donc le lagrangien qui va correspondre au problème va correspondre au lagrangien des contraintes égalité uniquement, des contraintes actives. Et on est donc ramené au problème des contraintes égalité qu'on avait précédemment, avec les différentes propriétés sur les multiplicateurs que l'on considère. On peut noter que le fait de dire que les contraintes forment une famille libre et que les contraintes sont qualifiées, eh bien, est relié au fait que le déron C sur déron X est inversible. Alors, toutes ces conditions KKT, ce ne sont que des conditions nécessaires. C'est-à-dire que si X étoile est un minimum, alors on a ceci. Il y a en fait, dans le cas où les fonctions f avec lesquelles on travaille sont différenciables et convexes, et c'est convexe qui va être le plus important, et bien alors,
les conditions que l'on vient de voir sont nécessaires et suffisantes. Donc, il va suffire si l'on a un point candidat, de regarder si les conditions KKT sont vérifiées pour être capable de conclure sur le côté minimiseur ou non. Donc en pratique, ce que l'on fait, on a à X étoile un point candidat. Mettons. On va lui associer un certain nombre de contraintes actives. On calcule les contraintes actives. Les lambdas correspondants. On vérifie que les lambda I, donc ça va être les lambda I étoiles plutôt, sont positifs. Et si oui, on a conclu. Si effectivement ces lambda I sont positifs et que la fonction est convexe, ce que l'on vient de voir, et que les conditions KKT sont nécessaires et suffisantes, donc ça signifie que effectivement le X étoile est bien un point candidat minimum. Le X étoile qui était notre point candidat est un minimum. Si ce n'est pas le cas, on cherche un autre point candidat. Alors, comment est-ce qu'on va chercher cet autre point candidat? Ça, ce sera le cœur d'un algorithme qu'on verra plus tard qui s'appelle les algorithmes de contrainte active, de cet actif, pardon, d'ensemble actif, qu'on verra donc dans un second temps. Alors, je voudrais conclure ça en regardant comment est-ce qu'on pourrait, en pratique, se servir de ce résultat. Alors, pour faire ça, on va regarder un petit exemple. Donc, je vais essayer de bien le tracer. Donc, on va s'intéresser à minimiser la fonction f qui, à x1, x2, associe x1 moins 3 au carré plus x2 moins 3 au carré. Donc, ça va être les lignes de niveau d'un cercle centré au point 3, 3. Alors, hop, voilà le point 3, 3. Donc, on va avoir, super, dès maintenant, je n'arrive pas à faire ce cercle, des cercles, des lignes de niveau centrées en 3. Les contraintes qui vont nous intéresser, ça va être les suivantes. On va supposer que l'on en a 3. Une première, C1 de x1, x2, qui va être égale à x1 plus x2 divisé par 2 moins 1. Une deuxième, C2 de x1, x2 est égal à moins x1, mettons, et C3, x1, x2 est égal à moins x2. Voilà. Et on veut que tout ça, ce soit négatif. Alors, qu'est-ce qu'elles transcrivent ces conditions? Donc on en a deux qui sont assez simples. On veut que x1, moins x1 soit négatif, donc x1 soit positif. Donc, ça va correspondre à cette contrainte. On retire tous les éléments qui sont à gauche. Donc là, c'est la contrainte 2. Ensuite, la contrainte 3, c'est que x2 soit positif. On retire tout ce qui est là. Et la dernière contrainte, C1, c'est qu'on soit en dessous de la droite x1 égale moins x2 sur 2 plus 1. Donc ça va correspondre à une droite qui passe par x2 égale 2, x1 égale 1 et qui est affine. Ok. Donc voilà l'espace avec lequel on va travailler. On va travailler
dans ce triangle. Et on va essayer de chercher quels sont les minima de f sur C1, C2. Alors, une première observation qu'on peut faire sur ce problème, c'est que toutes les contraintes CI sont affines. Donc, on va pouvoir utiliser les conditions de KKT qu'on a vues précédemment directement, sans problème. Une deuxième, c'est que la fonction f, elle est convexe. Il y a même deux convexes. Donc, on sait que les conditions de KKT vont être des conditions nécessaires et suffisantes. Donc, voilà. Alors, on va supposer par exemple que la contrainte C1 est active. Et on va supposer qu'il n'y a qu'elle d'active dans un premier temps. Mettons que C1 soit active. Alors, le Lagrangien du problème qui correspond va être la fonction f, donc x1 moins 3 au carré, plus x2 moins 3 au carré, plus lambda 1 fois x1 plus x2 sur 2 moins 1. Et on considère uniquement ce multiplicateur de Lagrange là. Étant donné que les autres contraintes sont supposées comme étant non actives, leurs multiplicateurs de Lagrange associés sont égaux à 0. Alors, si on a un point qui va être un point stationnaire du Lagrangien, on va être amené à résoudre les équations suivantes. Donc ça nous fait du 2 fois x1 moins 3 plus lambda 1. Plus lambda 1 sur 2 égale à 0. Et enfin, d rond L sur lambda 1 qui est égal à x1 plus x2 sur 2 moins 1 égale à 0. On peut résoudre ce système qui va nous donner, donc par exemple, x1 plus x2 sur 2 moins 1 égale à 0. Ici, on doit donc avoir 2x1 moins 3 qui est égal à 4x2 moins 3. Et puis mettons 2x1 moins 3 plus lambda 1 égale à 0. Ce qui nous donne x2 égale 8 cinquièmes, tout calcul fait. X1 égale 1 cinquième. Et lambda 1 égale 28 cinquièmes. Alors, il faut faire le calcul, hein. Mais l'important étant qu'une fois que l'on a résolu, on tombe sur le fait que lambda 1 est égal à 28 cinquièmes. Le résultat en lui-même, le terme exact importe peu, l'important c'est que c'est positif. Donc le lambda 1 étant positif, on peut en déduire que effectivement ce point que l'on a trouvé est le minimum recherché. Puisque on a montré effectivement que le gradient de la fonction objectif va appartenir au cône convexe associé à la contrainte C1. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans le cas présent, le cône convexe est juste relié au gradient, est juste le gradient de C1, c'est tout, une droite portée par le gradient de C1. Alors, essayons de voir comment est-ce que, graphiquement, on aurait pu trouver ce résultat. Essayer de faire un bon schéma, sans faire aucun calcul. Donc, on vient de dire que ce qui nous intéresse, c'est ce triangle. Et ces lignes de niveau. Alors, ce qui va se passer, vous pouvez le voir assez facilement, c'est qu'en fait, les lignes de niveau
de la fonction f, les gradients, vont être orientés comme ça. Voilà à quoi va ressembler le gradient de f en un certain point x1, x2, qui est ici. D'un autre côté, ici, si l'on regarde par exemple la contrainte active qui va être associée à 3. On a 3, 2, 1. Et pour rappel, les trois contraintes que l'on a sont donc C1, c'est x1 plus x2 sur 2 moins 1. C2, c'est moins 1. C'est moins x1, pardon. C3, c'est moins x2. D'accord? Donc, moins les gradients vont nous donner moins 1, moins 1,5. Ici, pour C2, 1 et 0. Et pour C3, 0 et 1. Alors, si je la représente ici, on a ceci pour la contrainte active 3, si la contrainte 3 est active, donc pour la contrainte 3. Pour 2, on va avoir cela. Et pour 1, ceci. Donc si l'on n'a qu'une seule contrainte qui est active, 3, 2 ou 1, il faut que le gradient s'aligne avec une de ces contraintes. Et on voit bien que lorsque la ligne de niveau va s'approcher, va arriver ici. Donc les gradients de f vont être dans ces directions et ne vont jamais pouvoir s'aligner avec un gradient de 3 ou de 2. Et donc effectivement, ça va être la contrainte 1 qui va être active. Alors éventuellement, elle pourrait être active en même temps qu'une autre des contraintes. On pourrait avoir quelque chose, par exemple, qui serait ici et là, si la contrainte 1 et 2 est active, auquel cas il faudrait que f soit dans ce cône, ici. Ou on pourrait avoir donc quelque chose qui serait là, et il faudrait considérer ce cône à la place. Alors, pour être capable de conclure sur le fait que est-ce que le gradient de f appartient au cône convexe qui est ici constitué des contraintes 2 et 1 ou au celui des contraintes 3 et 1 ou que à celui des contraintes 1, là malheureusement on est limité graphiquement, géométriquement, il faut passer au calcul pour le déterminer et on obtient le résultat précédent qui était qu'en réalité il faut que uniquement la contrainte 1 soit active. Si on avait débuté le calcul en considérant la contrainte 2 active, par exemple, on aurait pu montrer qu'en fait le lambda 2 qui correspond est négatif et que donc la contrainte ne nous retient pas et que ce n'est pas un point, on ne peut pas obtenir de point candidat à un minimum. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui est qu'on a considéré dans un premier temps le fait que les contraintes étaient affines. Et pourquoi est-ce qu'ici on a besoin du fait que le gradient des CI est une famille libre? Eh bien, c'est parce qu'on va malheureusement pouvoir tomber sur des cas sinon qui sont dégénérés. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait avoir une première contrainte affine qui nous donnerait ceci et une première contrainte, pardon, pas affine, qui nous donnerait ceci et une autre contrainte qui nous donnerait cela, par exemple. Donc, si les deux gradients ici sont en fait linéairement dépendants, le cône est complètement dégénéré et on ne peut pas travailler avec. Donc, garantir que les gradients des CI forment une famille libre, eh bien, ça nous évite de tomber dans des cas dégénérés de la sorte. Et c'est pour cela qu'on en a besoin. Voilà, alors ça va nous conclure donc toute cette partie sur les contraintes égalité et inégalité. Et au prochain amphi, nous embrayerons sur la dualité. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici et puis bonne semaine.